Bonsoir à tous, bienvenue à notre dernière rencontre avant l'été. On prend une pause, comme vous savez, là, dans les prochains mois. Alors, je suis Alain Chartier, au nom d'Info Deuil et du Repos Saint-François d'Assise. Ça nous fait plaisir de vous accueillir ce soir avec une soirée spéciale juste avant l'été. Et je vous présente ça dans quelques minutes. Donc, comme je vous disais, on prend une pause à compter de maintenant, après ce soir, jusqu'à la prochaine rencontre qui sera en début septembre. Vous pourrez toujours suivre là, sur le site web Info Deuil, les invités, etc. Et on vous rappelle qu'au courant de l'été, pour ceux qui souhaiteraient, on a une forme différente, mais quand même une forme d'accompagnement tous les dimanches de juillet, c'est-à-dire à compter du 9 juillet. Il y a 3 dimanches en juillet et il y en aura 3 aussi au mois d'août. On a des concerts dans notre jardin. Donc, vous n'avez pas besoin de réserver, il n'y a pas de vente de billets. Vous venez si ça vous fait plaisir. 14 heures chaque dimanche, donc à compter du 9 juillet jusqu'à la fin juillet, puis on reprend au début août. Et il y aura exceptionnellement cette année une soirée sous les étoiles, donc un hommage aux Beatles. Le 24, je pense que c'est un jeudi, à vérifier, mais c'est le 24 août à 20 heures cette fois-là. Donc, ce sera notre façon là, d'être parmi vous et que vous soyez avec nous au courant de l'été pour ceux à qui ça pourrait faire plaisir. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre grand chef, alors Joanne de Montigny, que la majorité d'entre vous connaissent. Donc, Joanne qui est psychologue, qui est aussi auteur et qui est conférencière, comme vous le savez, et tant autre chose. C'est aussi une grande amie. Et elle collabore avec nous au Repos Saint-François d'Assise et on a créé ensemble Info Deuil depuis maintenant 2015. Donc, ça commence à dater, mais son énergie est toujours là, la mienne aussi. Donc, on est très, très content qu'elle collabore avec nous. Et on a l'immense privilège ce soir, vous êtes habitués à avoir un ou une invité ou des fois plus, mais cette fois-ci, tout l'honneur revient et toute la soirée sera avec Joanne. Vous avez vu dans la présentation, si vous êtes allé sur le site web d'Info Deuil, qu'elle parlait de lumière au singulier. Moi, je vais parler de lumière au pluriel. Donc, c'est des lumières ce soir qu'elle nous apporte. Donc, sans plus tarder, je lui cède la parole, puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup, Alain. Et à mon tour, de vous souhaiter la bienvenue, de vous accueillir à cette soirée du 5 juin. C'est un réel plaisir pour moi de vous voir nombreux, nombreuses ici et de savoir que d'autres personnes sont connectées avec nous et viennent de différentes régions du Québec. Alors, je les salue et je remercie ma consoeur Christine Goyette qui, elle, sur Internet, s'occupe de répondre aux questions et de partager avec le groupe lorsque des questions circulent. Et nous, dans cette première heure, je vais vous présenter les thèmes que vous avez peut-être lus avant de venir et après quoi nous serons ensemble en dialogue. Pour moi, c'est toujours la plus belle partie. Cette dernière phase de la soirée où je peux entendre vos questions, vos préoccupations et essayer avec vous d'y répondre, d'apaiser certains tourments que le deuil suscite. Et parmi vous, il y a des gens qui sont peut-être ici pour la première fois, alors on vous salue d'autant plus. Et les autres qui sont des adeptes, merci d'être fidèles à ces lundis soirs mensuels. Et c'est vraiment important, je pense, de pouvoir être ensemble et regarder en face les impacts de pertes majeures par décès. Ici, ce soir, c'est vrai que je n'ai pas un invité comme tel, mais j'aime une chaise vide qui, pour moi, représente peut-être l'absence de la personne aimée
l'absence de celui ou de celle qui n'est plus là, mais on aime se faire des scénarios quand même que peut-être cette personne assise à côté de moi saura m'inspirer. J'ai vraiment consacré ma journée à cette soirée depuis très tôt ce matin et vous ne m'en voudrez pas d'avoir écrit quelques mots parce que je ne voulais pas m'éparpiller. J'avais choisi 4 thématiques et je me suis dit c'est beaucoup pour la même soirée. On pourrait faire une thématique pour plusieurs soirs par soirée. Mais enfin, on va toucher à des grandes lignes parce que parmi vous, on ne sait jamais la préoccupation qui vous amène ici. Et c'est pour ça que lorsque nous serons en dialogue, eh bien, on pourra peut-être se centrer davantage sur ce que vous vivez. Et puis, quand on partage notre récit avec d'autres, on repart avec un allègement peut-être. C'est ce que je vous souhaite. Alors, merci beaucoup d'être devant moi et de m'accorder votre écoute et votre confiance. Et merci d'avance aussi pour le partage vers les 8h, 8h05. Je ne me suis pas chronométrée, mais on verra si j'ai, comme on dit, l'aiguille de l'horloge en tête pour bien suivre le tempo. Je vous avais parlé à quelques personnes de ce livre qui m'a et qui me frappe encore. Je lisais des passages cet après-midi, puis j'étais encore touchée, très émue. C'est un titre un peu long. Hein, ça s'appelle « J'ai montré toutes mes pattes blanches et j'en ai plus. Je n'en ai plus ». C'est Sylvie la Liberté. C'est un livre, comment je pourrais dire, coup de poing dans le bon sens du terme. Et vraiment, je trouve qu'elle a des pensées, des phrases, des partages qui nous vont droit au ventre et directement dans le cœur aussi. Alors, je suis allée chercher quelques extraits pour qu'on puisse parler de nos formes d'attachement. Parce que, comme vous le savez, dans l'affiche, sur l'affiche, je vais y aller avec mes papiers ici, sur l'affiche, le premier thème concerne la perte de la relation mère-fille. Et dans le cas ici ce soir, c'est une relation qui a été extrêmement difficile. Il y a d'autres personnes qui vivent de belles relations entre mère-fille. On y reviendra. Mais commençons par une relation qui a été plutôt houleuse ou difficile, ou plutôt peut-être absente. Et c'est pour ça que sa phrase « Je n'ai jamais aimé autant ma mère que depuis qu'elle est morte, elle n'est plus là pour m'en empêcher », c'est une phrase qui m'a saisie. Alors, cet extrait nous parle d'une femme qui a connu la détresse enfant et qui a perdu son frère, éventuellement, je pense, assez jeune adulte, et ils étaient très reliés tous les deux parce que la souffrance, au fond, innommée, innommable, ou presque, c'était que le père souffrait d'une maladie mentale sévère, donc bardée de diagnostics psychiatriques, dont la schizophrénie. Et alors, elle faisait, elle comme enfant et son frère aussi, très attention pour ne pas provoquer de la colère et pour être, comme elle dit, de bons enfants. Je les voyais dans une marche d'escalier quand j'ai lu cette phrase. Elle
Elle avait 7 ans. Et puis, en fait, c'est son frère qui avait 7 ans. Elle en avait 5 ou vice-versa. Et puis, le tout petit lui dit, « Ce serait bien si notre père, ce n'était pas lui, mais un autre. » Alors, elle dit, « J'avais 2 ans de plus que toi. » Et la joie de penser que notre père aurait pu être quelqu'un d'autre nous a fait du bien dans l'imaginaire. Vous savez comment on peut imaginer un parent qu'on aurait souhaité avoir pour essayer de composer avec le réel parent qui, malheureusement, n'a pas les compétences pour prendre bien soin des enfants. Elle dit, on était obligés, toi et moi, d'être gentils. Ça tue d'être gentil. C'est parce que notre père n'allait pas bien. La maladie mentale, c'était notre secret de famille. Alors on allait bien, même si tout allait mal. Notre détresse n'a dérangé personne. J'ai vu notre père souffrir et j'ai vu notre mère souffrir de la souffrance de notre père. Mais je ne nous ai pas vus, toi et moi. On n'y était pas. On était des enfants disparus qui n'existaient pas. On a grandi dans un environnement très, très savant où les savanteries étaient plus importantes que la réalité, parce qu'elle fait souvent allusion à l'intelligence de son père. Alors, quand on a vécu chez les parents de notre mère, lors de l'hospitalisation du père, ça a été 2 années réparatrices. Elle dit des années de bon sang. Mais ce n'était pas suffisant. Les enfants sont des constructions. Il faut les bâtir. Mais nos parents n'avaient pas le temps de faire ça. Notre mère a été traumatisée par sa propre enfance. Elle a été humiliée petite. Son identité a été mise en morceaux. Le silence de notre mère, finalement, a fait silence sur notre histoire. C'est un livre vraiment que je vous invite à parcourir. C'est touchant et en même temps, ça nous fait voir la résilience d'une personne qui, dans sa capacité de créer grâce à ses nombreux talents, a été capable, je crois, de rebondir. Un jour, je l'inviterai. J'aimerais ça qu'elle vienne nous parler. Alors, ça, c'est dans mes intentions pour la suite. Alors, vous et moi, nous provenons de dynamiques familiales variées, différentes. Chacun, chacune a développé un attachement sécure ou au contraire, un attachement anxieux, ambivalent ou évitant. Peut-être connaissez-vous votre style d'attachement de base et celui que vous tentez aujourd'hui de développer à l'âge adulte, si tant est que... Oups, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est une référence, désolé. Ah bon? Vous m'entendez là? Oui. Ah ben, je ne recommence pas au début là. On va faire comme si on avait tout saisi. Alors, je vais dire que parfois, notre style d'attachement n'est pas le même à l'âge adulte que celui qu'on a connu lorsqu'on était tout petit. C'est ça la bonne nouvelle. Il est possible de réparer nos enfances brisées par des rencontres salvatrices, des figures protectrices ou encore des tuteurs affectifs, comme le dit si bien Boris Cyrulnik. Des êtres comme peut-être des professeurs, des employeurs, des amis qui ont été placés sur notre chemin et qui ont eu le don et l'élan de nous pister sur nos valeurs préservées, de décoller, de décoder nos talents, d'identifier les potentiels, puis d'explorer avec nous des projets d'avenir. Donc, nos blessures d'attachement, je le vois beaucoup, influencent
nos manières d'aimer, de nous attacher, de nous détacher, de nous séparer et de perdre. Nous avançons sur le chemin du deuil à la lumière des traces laissées par notre enfance, par nos souffrances non soulagées ou, au contraire, surmontées. Certaines personnes ont eu la chance de grandir auprès de parents aimants, bienveillants et compétents. D'autres parmi nous ont connu des milieux violents, stressants, dominés par la peur, des conflits, des ruptures, des injustices et par l'angoisse de mort. On avait peur parfois, dans les grosses chicanes, que nos parents se tuent, qu'un des deux meure, ou certains parents qui ne connaissaient pas l'impact de dire ça, menaçaient peut-être de se suicider devant l'enfant. Alors, ce sont des peurs angoissantes qui font que le sujet de la mort et la mort des sujets deviennent peut-être un traumatisme dans la vie. La mort d'un parent sera-t-elle vécue à la lumière du lien affectif déjà établi, préétabli, réel comme lien ou imaginé, inventé ou bien complètement reconfiguré? Je me souviens d'avoir rencontré, lorsque j'étais à l'hôpital, 2 sœurs dont la mère était en phase terminale. Et lorsqu'elles sont venues dans mon bureau ensemble pour me raconter leur chagrin, leur inquiétude, leur état, l'une d'elles nous a dit « Eh bien, je suis contente d'une chose. Je me souviens encore à quel point j'ai été chouchoutée par maman, bercée par elle, aimée d'elle, et ça me réconforte même en sachant qu'elle va partir. » Sa sœur lui dit « Mais de qui parles-tu? Notre mère n'a jamais été affectueuse. Elle ne nous regardait pas. Elle prenait jamais soin de nous. Comment peux-tu inventer devant la psychologue ce qui n'a pas existé? » Et elles étaient toutes deux sincères et convaincues de leur histoire, même si cette histoire était complètement différente. C'est pour dire, on n'est pas là tellement en psychologie pour découvrir la vérité. On est là pour découvrir comment la personne vit les choses, quelle a été sa perception, quels sont ses souvenirs, même s'ils ne sont pas justes ou même s'ils ne sont pas tout à fait réels. Pour elle, c'était ainsi. Et nous devons, comme personne qui écoute l'autre, avoir confiance en ce qui... Il se passe des choses à ma droite, si vous voulez, qui commencent à me rendre un peu nerveuse. Moi qui est arrivée si calme, et puis là, voilà que le stress monte. Ah oui, est-ce qu'on a fait sauter les personnes qui sont en ligne? J'espère que tout le monde est resté là. Oui? Bon, ça se passe bien? Donnez-moi, je n'ose plus. Donnez-moi le OK. Il y a un problème avec le son en ligne. Oui, oui, oui. Vous avez bien fait de venir en personne. Vous avez bien fait de venir en personne. Est-ce que je continue? Je continue. On va espérer que ça va se réparer, comme les relations qui ont été difficiles au cours de la vie. Alors,
comment dire et comment reprendre le fil. Oui, je vais aller à ce segment. Au fond, ce que je veux dire ici dans ce premier partage, c'est que la perte peut être apaisée par différents moyens, des moyens accessibles. Et je vais vous dire tout de suite quels sont ces moyens que même la science a reconnus comme efficaces et qui apportent vraiment du réconfort. Écrire un journal de bord, confectionner un album de beaux souvenirs à travers même les plis d'une vie éprouvante. D'autres personnes qui sont dotées du talent d'écriture peuvent, incidemment comme l'a fait Sylvie Laliberté, publier un récit entourant la mort d'un proche au détour d'une enfance bousillée. Réécrire notre histoire avec recul et avec une nouvelle grille d'analyse des événements dans le but de fabriquer du sens à ce qui a manqué et avec l'objectif de construire par les mots ce qui a été détruit dans les faits. Vous savez, ça sert à ça, parler et écrire. On a la chance de pouvoir s'exprimer. Et quand on construit par les mots notre récit de vie et on le rénove, on apporte de nouveaux volets à ce qui nous est arrivé parce qu'on a maturé, on a avancé, on a un nouveau regard. Eh bien, dans ce sens, si vous voulez, les faits sont moins lourds à porter. Comme si les mots, quand ils sont lus, quand ils sont écoutés, peuvent apaiser la personne en détresse. La psychothérapie, la musicothérapie, les groupes de parole, la créativité sous toutes ses formes, le bénévolat, le sport, le yoga, la méditation et tout autre moyen à caractère sain peuvent conduire à cette faculté de résilience et de transformation de son être pour le meilleur. Vous savez, la belle nouvelle, je trouve, en vieillissant, et j'en sais quelque chose, c'est qu'on est toujours en train de devenir. On s'aperçoit qu'on évolue constamment, que nos pensées d'il y a 5 ans ne sont plus les mêmes. Pas toutes, certaines demeurent fondamentales, mais c'est formidable grâce à nos lectures, nos rencontres, d'évoluer et de reconfigurer notre pensée, de la structurer autrement et d'y voir d'autres angles. Alors, il faut se rappeler aussi que même les personnes qui ont connu un attachement sécure durant l'enfance peuvent éprouver de la détresse lorsqu'ils perdent un parent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas vécu un attachement sain et serein qu'on ne va pas souffrir de la perte d'un être cher. On souffre de cette perte-là justement aussi parce que le lien était positif, le lien était fécond, le lien était prometteur et on ne peut pas dire qu'on aura moins mal parce qu'on a vécu dans un milieu protecteur et on ne peut pas dire non plus que tout ira mal sur le chemin du deuil parce qu'on vient d'un milieu difficile. Alors, il faut se rappeler que pour qu'il y ait deuil, vous, lorsque vous vous sentez en deuil, c'est vraiment parce qu'il y a eu un attachement. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est un prix épouvantable à payer. Pleurer la perte d'un être cher parce qu'il y a eu de l'amour, il y a eu de l'attachement.
je ne sais pas comment vous vous sentez, on pourra en reparler tantôt. Moi, je préfère avoir aimé et perdu que de ne pas avoir connu une relation qui nous fait vibrer, qui nous fait aller de l'avant et qui nous sculpte, qui est, qui nous influence pour le meilleur. Sans ces relations-là, je me demande personnellement qu'est-ce que je serais devenue. Alors, dans ma tête, je suis prête à affronter la peine que ça peut causer et que ça causera encore de perdre un être cher. Alors, il y a une phrase, une dernière, que Sylvie Laliberté dit. Je trouve ça puissant aussi. Elle a fini par offrir ce qu'elle n'avait pas reçu. Elle l'a offert à son père quand il était vieux et malade. Et je trouve ça beau d'être... parce que quand j'ai commencé mon métier, je croyais qu'il était impossible de donner ce qu'on n'avait pas reçu. Et j'ai compris le contraire aussi est possible. Combien de personnes ont donné avec amour et générosité ce qui ne leur avait jamais été donné. Alors ça aussi, je trouve qu'on a des exemples autour de nous, dans nos connaissances, dans nos livres, chez nos amis, peu importe autour, où est-ce que des personnes vont avoir eu la vie dure, mais ne deviendront pas dures. Des personnes vont avoir souffert, mais elles vont encore sourire et trouver que dans la relation, la vie circule. Alors, le deuxième thème de ce soir, et là, je vous invite, si jamais vous avez encore l'affiche, à faire une petite correction. Je devais penser à un ami, confrère, psychologue qui s'appelle Philippe, lorsque j'ai écrit la deuxième pensée dans l'affiche et que j'ai mis comme auteur de ce livre Philippe Lebert, alors que ce n'est pas du tout Philippe Lebert, c'est Rosaine Lebert. Donc, je vais voir est-ce qu'on puisse corriger peut-être sur le site Internet d'Infodeuil, parce que j'aime pas confondre comme ça le nom d'un auteur. Alors, ceci étant dit, j'ai aimé comment cet auteur a abordé la perte annoncée. Hein? Parce que sa citation, qui va comme suit, « Ne peut-on pas dire que la perte, même attendue, même lorsqu'elle renvoie à une forme de soulagement, représente toujours une violence comme une distorsion faite à nos attachements, à ce que nous avons encore à dire à l'autre, encore à vivre avec lui, et finalement, n'est-ce pas une violence envers la vie? » J'ai des échos. On répète mes mots. Oui. Alors, on va essayer de ne pas trop se laisser distraire, mais je le suis un peu. Alors moi, voilà ce que je complète à cette citation. Lorsqu'on parle d'accompagner une personne vers sa fin de vie, voir l'autre diminuer dans son corps, le voir éprouver des douleurs et des inconforts, voir l'être aimé avoir du chagrin, le chagrin de rompre avec les siens et avec la vie, savoir qu'il s'apprête à quitter ses proches,
réaliser que le temps compté, comme dirait Marie Laberge, est un temps qui compte, un temps précieux, justement parce qu'il tire à sa fin. Imaginer sa vie sans lui, sans elle, chérir le mieux possible tous les moments qui se vivent grâce à l'instant présent, un espace-temps qui s'écoule à la vitesse du sablier et qui ne reviendra plus. Entrevoir à deux la perspective d'une séparation ultime entre un parent, un conjoint, un enfant, comme c'est dur. La maladie incurable fait du ravage et donne à voir une souffrance qui mérite d'être portée ensemble par la famille, par les amis, par les très proches, par les soignants, par ceux qui prient, par celles qui pensent ou qui, au loin, chantent leur louange. On ne se pratique pas à perdre, mais on s'y prépare, tant bien que mal. J'aime cette phrase que je pense vient de moi. Je sais qu'elle va mourir, mais je n'y crois pas. Deux dimensions dans notre être. La dimension cognitive, où le médecin dit, elle est vers la fin. Sa vie achève. On comprend cognitivement, on entend, mais dans nos émotions, ça ne passe pas. Ça ne se peut pas. La connexion ne se fait pas. Alors, souvent, lorsqu'on accompagne, deux pensées antinomiques traversent l'esprit. Ça va comme suit. Seigneur, venez le chercher au plus vite, mais de grâce, laissez-le-moi encore un peu. On pense comme ça. Nos pensées sont contradictoires et on essaie de se comporter le mieux possible avec des pensées qui nous envahissent, qu'on n'ose pas prononcer tout haut. Je me sens coupable d'espérer sa mort et soulagé de le voir encore vivant, même si il ou elle ne tient que par un fil. Un fil qu'on va bientôt couper, comme un cordon ombilical, un dernier souffle à venir, à guetter, à travers les suspensions momentanées de la respiration. Les yeux sont rivés sur le ventre du grand malade. On essaie de se rassurer. Le souffle est de plus en plus faible, mais il respire encore. On aurait tant à se dire, encore et encore, mais la faiblesse de l'un et la délicatesse de l'autre entraînent une vague de silence. Un silence parfois lourd, mais un silence aussi qui se veut enveloppant. Les soins en phase terminale sont empreints de douceur de la part des équipes assignées. J'en sais quelque chose. J'ai travaillé en soins palliatifs pendant 30 ans et je suis encore imprégnée de la bonté des personnes qui venaient dans leurs disciplines respectives rencontrer le malade et sa famille pour essayer d'adoucir la rudesse du quotidien
qui leur appartenait. On espère toujours un miracle. C'est plus fort que nous. Espérer, c'est comme aimer. C'est un mouvement intérieur. Heureusement, l'espoir ne nous lâche jamais. On y croit encore, même à quelques pouces de la mort de l'autre. On se dit, mais tout à coup, le temps consacré est sacré. On entoure l'être aimé, les bras en corbeille, les mains reliées à l'intérieur des uns des autres, comme une haie d'honneur autour du lit, une haie bordée par l'amour des intimes. Perdre un être cher à petit feu, assister à son dernier souffle, voir la vie se dérober, se retirer de son corps, désormais inanimé, est impensable. L'expérience est tellement forte, rien n'a de pareil dans la vie. Le deuil commence au moment du constat de la mort. Le médecin, voir ce médecin qui appuie son stéthoscope sur la poitrine de notre proche à peine décédé, confirme la réalité de son départ. L'être ne répond plus. L'être s'absente pour toujours. Aucune expérience de perte de toutes sortes au cours de la vie n'a d'équivalent à cette perte qui fait dire à ceux et celles qui restent « plus jamais je ne le verrai, plus jamais son visage, plus jamais sa voix, je ne pourrai plus espérer son retour ». On se croit dans un mauvais film, on cherche à sortir avant d'en connaître la fin. La réalité se confond avec la fiction. Malgré la douceur d'un grand nombre de séquences, demeure cette violence de la perte avec laquelle il faudra, dès à présent, survivre et composer. Les dernières scènes sont rejouées constamment par le truchement de la pensée. Fort heureusement, les souvenirs précédant la maladie et la mort finiront par triompher. J'arrive à l'autre segment de mes pensées. J'aborde ici la perte soudaine et brutale. Selon la Société de l'assurance automobile, 347 personnes sont décédées par accident de la route en 2021. La conduite avec faculté affaiblie par l'alcool est une des principales causes de décès. À 4 heures du matin, entendre la sonnette de porte, derrière laquelle se trouvent 2 policiers, bien tristes, de venir annoncer la nouvelle de la perte d'un enfant, d'un adolescent, d'un adulte ou d'une personne âgée est significative, a l'effet d'une détonation psychique pour la famille éprouvée. Le réveil est brutal, le choc est immense, on ne sait plus très bien où on est, qui on est. La déstabilisation est impressionnante. Le surréel empêche de succomber à sa propre mort, car on voudrait mourir plutôt que de vivre une telle catastrophe. Les questions se bousculent et se multiplient. Les pourquoi demeurent sans réponse. Le sentiment d'injustice prend toute la place et fait beaucoup de ravages à l'intérieur des êtres blessés. La colère donne envie de crier « Non, allez-vous-en, c'est pas vrai, je ne vous crois pas ». Les regrets montent à la surface. Si seulement j'avais pu être là pour l'accompagner dans les derniers instants de sa vie, entendre et lui dire des mots d'affection, le tenir dans mes bras, la tenir aussi dans mes bras, avant de les perdre, elle ou il, à tout jamais. Ce n'est pas possible.
les journaux confirment. Fillette ukrainienne qui avait fui les bombes est tuée par un chauffeur à Montréal le 13 décembre 2022. Au bulletin de nouvelles, je ne sais pas si vous l'avez entendu, la maman ukrainienne donne le message suivant aux responsables de cet accident. Je la paraphrase. Je demande au chauffeur de ne pas se détruire à son tour, car il a aussi probablement des enfants. Une jeune femme dans la trentaine récemment est happée mortellement par ce qui ressemble à un chauffeur ivrogne dans la petite Italie. Patrick Lagacé, dans la presse, écrit « Ils ont su tout de suite, la police ne cogne pas chez vous sans raison à 7 heures du matin, un dimanche. » Dans la nuit du 24 juin, une infirmière auxiliaire âgée de 25 ans a été frappée de plein fouet alors qu'elle traversait le boulevard Rome à Brossard. Il s'agirait d'une autre victime de délit de fuite, au dire du Journal de Montréal, en date du 25 juin 2022. Et on pourrait allonger la liste de ces vies gaspillées à cause d'erreurs dites humaines aux conséquences irréversibles. La justice pénale ne semble pas atténuer les affres du deuil chez les familles éprouvées. Au contraire, le report fréquent des procès induit une blessure supplémentaire et continue pour les familles. De plus, les personnes affectées par la perte soudaine et brutale espèrent entendre des excuses de la personne qui était au volant avec les facultés affaiblies. Mais la plupart du temps, les excuses ne viennent pas et les endeuillés rentrent à la maison avec le sentiment que celle ou celui qui a commis le pire ne puisse, ne veuille ou ne tente pas d'exprimer du remords, des regrets, du chagrin. Certains parents éprouvent un sentiment de vengeance retenu, un fort ressentiment, ou encore une pensée récurrente traverse leur esprit et se formule ainsi. Ça aurait pu être mon fils ou ma fille derrière ce volant et en état d'ébriété. Je pense aux parents du chauffeur qui traversent eux aussi un mauvais quart d'heure. Mais leur fils est vivant. C'est quand même ça la différence. Je viens de lire la semaine dernière à propos, peut-être l'avez-vous vu, dans la presse plus, tout ce qui entoure la justice réparatrice. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On parle de lettres adressées à la personne qu'on a brisée, qu'on a blessée. Une lettre à la victime avec des mots authentiques et vrais, c'est le mot authentique, et des mots repentants. Le poids, ce genre de lettre, dit-on, aurait plus de poids que quelques mois derrière les barreaux, voire même que des travaux communautaires qui jamais ne parviennent à essuyer les larmes des parents. De plus, lorsque la personne elle-même en deuil écrit une lettre à celui qui a causé la mort, celle-ci, quand elle est lue à voix haute devant un juge à la cour de justice, exprime son désarroi. C'est une initiative qui est décrite comme un premier pas vers un mieux-être, ou du moins vers la quête de sens, ou encore
dans une tentative de trouver des réponses ou une zone d'apaisement. Ce sont là quelques exemples de pertes soudaines, brutales, catastrophiques, qui souvent entraînent pour un certain temps des deuils traumatiques. On peut parler aussi de différentes circonstances lorsque on aborde le sujet de la perte soudaine. On parle de suicide, d'homicide, de féminicide, d'empoisonnement, d'étouffement, d'allergie mortelle. On parle des feux et de leurs ravages, de tragédies collectives. On parle d'AVC massifs, de crise cardiaque massive. On peut perdre des êtres chers en un instant sans jamais avoir vu venir cette terrible épreuve, sans s'y être préparé, même, encore une fois, si on ne peut pas vraiment se préparer à perdre. C'est quelque chose qui est bien difficile à faire, à intégrer. On intègre une perte longtemps après avoir perdu. Ça prend du temps. Ça prend du temps de dire jamais plus. Les mouvements d'entraide et de soutien viennent à la rescousse de personnes en deuil traumatique. La psychothérapie peut constituer une ressource essentielle pour les personnes en mal de survivre, par exemple, à la perte d'un enfant. Cette thématique fait appel à nos réflexions que nous allons ensemble bientôt partager. Allons-y avec le dernier segment de mes pensées lorsque j'ai planifié cette soirée. J'aimerais beaucoup vous parler de ce livre. Alors, je l'ai apporté parce que je me suis dit que des fois, quand on voit les livres, ça appelle. Je ne connaissais pas l'auteur. Son nom, c'est Antoine Bédard. Et le titre de son livre s'appelle « Mettre la mort à l'agenda ». Je vous explique, ça vaut la peine. J'ai mis ça quelque part. Pas ça. Peut-être ici. J'ai été bonne, j'ai pas oublié de papier. L'auteur, Antoine Bédard, réussit, sans que ce ne soit son but, à nous attacher aux êtres qui l'entourent et qu'il nous décrit. Pour la plupart, ce sont des membres de sa famille qui, eux aussi, à leur insu, nous aident à mieux cerner notre propre finitude, à la concevoir à l'occasion dans une pensée qui traverse l'esprit, par l'intelligence, le temps d'entrer et de sortir de ce récit magnifique et troublant. Mourir à petit feu fut pour sa mère un processus douloureux qui prendra fin aux soins palliatifs à l'âge de 49 ans, tandis que pour son père, l'aide médicale à mourir s'avérera, l'année de ses 67 ans, une option incontournable, 9 ans après qu'il eut reçu le diagnostic d'une maladie incurable du sang. Alors, l'auteur en fait mention, difficile d'imaginer deux fins de vie plus opposées. Orphelin de sa mère, au tout début de sa vingtaine, Antoine le deviendra à nouveau de son père au fil de sa quarantaine. Deux tournants vertigineux dans la vie d'un fils qui aura pris le temps d'accompagner
et de soigner sa mère souffrante, mais qui en revanche n'aura pas assisté à la mort prévue et orchestrée par son père pour des raisons que ce bijou de livre nous dévoile. Le père de l'auteur était médecin en soins palliatifs. En l'apprenant au fil des pages, on n'a qu'une seule envie, reprendre sa lecture depuis le début. Pour s'assurer que ne se soit échappé aucun mot susceptible d'éclairer une nouvelle compréhension, un autre regard, une attention plus fine à ce que le docteur Bédard, pour le paraphraser, nomme un bon soin prodigué dans le contexte d'une mort digne. Deux qualificatifs qui, depuis plus de 50 ans, honorent les processus de mourir en soins palliatifs et du deuil qui s'ensuit. L'auteur ajoute « Toute l'attention médiatique que l'aide à mourir continue de susciter, à son avis, fait ombrage aux autres soins de fin de vie dans la sphère publique. Comment un livre aussi bref parvient-il à prolonger notre réflexion, à peaufiner notre questionnement, à relativiser notre pensée, à unir et à réunir plusieurs lecteurs, lectrices dont les idées antinomiques, au lieu de choquer, enrichissent le sens que nous accordons à la vie, à la nôtre, à celle de l'autre, autant que la façon dont nous percevons l'acte de mourir devant soi ou en notre absence. Je termine en vous disant que ce livre est une musique à l'oreille, peut-être bien parce que l'auteur est musicien, auteur-compositeur et concepteur sonore. Antoine Bédard, fils à Denis, a signé la musique de plus d'une quarantaine de productions en tout genre. Et dans ce sens, son métier, son talent l'aident à traverser le deuil. Voilà, voyez-vous, j'avais pas, comme on dit en bon français, timé le temps que j'allais partager avec vous. Je suis contente parce qu'il est -5 si ma montre dit correct. Et là, ça veut dire qu'on a le choix parmi tout ce que je vous ai proposé. Peut-être il y a un mot, une phrase, un souvenir, une expérience vécue que vous aimeriez dire. Peut-être que la façon dont j'ai abordé les choses ne correspond pas à votre regard, à votre vécu, à vos expériences. Et c'est dans ce sens-là qu'il fait bon d'être ensemble, parce que même si nos suivis, on peut dire, sont d'ordre de porte ouverte, quand vous êtes là, certains soirs, durant l'année, peut-être à chacun des lundis, ou peut-être 1, 2 ou 3 lundis au cours de l'année, eh bien, ça nous donne l'occasion vraiment de ce partage, de peut-être dire ce que vous n'avez pas eu l'occasion de dire, peut-être de nous présenter le disparu que vous avez aimé, de nous dire comment vous vivez cette expérience au bout d'1 an, au bout de 2 mois, au bout de 5 ans. Est-ce que le nombre de personnes que vous avez perdues vous aide à traverser une prochaine perte ou au contraire vous paralyse devant l'idée de perdre encore? Je pense que ce sont des temps forts
où on peut parler de la mort par le biais de la vie. Il y a une phrase que j'ai retenue d'Antonine Maillet dans un livre intitulé « Clin d'œil au temps qui passe », où elle dit à celle qui va mourir devant elle et qu'elle a beaucoup aimée, en fermant tes yeux, j'ai ouvert les miens. Et ça, je crois que c'est important parce que ceux qui meurent avant nous, devant nous, et le philosophe Bernanos dirait pour nous, que les gens meurent pour nous, peut-être pour nous montrer un chemin que nous allons nous aussi emprunter un jour. Moi, je les aime, les disparus, parce qu'ils n'arrêtent pas de m'inspirer, parce qu'ils ont ouvert les chemins que sans chagrin, nous n'aurions jamais empruntés. Je vous écoute. Bravo. On a une main là-bas. Oui. Merci d'abord. J'aimerais bien qu'on revienne sur quelque chose dont vous avez parlé dans le premier segment. Oui. Puis j'aimerais vous entendre davantage là-dessus, sur les différents types d'attachement. Oui. Et l'influence que ça a sur le détachement. Vous avez fait ce lien-là. Oui. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui. Et j'aimerais vous entendre davantage. Je vais essayer d'élaborer, parce que je trouve que tout est là, dans la façon de nous attacher à l'autre et la façon de nous détacher. Étonnamment, dans un lien d'attachement sécure, je vais essayer de vous donner, gardez bien, des exemples qui vont nous guider sur la suite. Si le petit bébé est dans sa chambre et pleure parce qu'il ne voit pas sa mère à l'horizon, dans les premiers temps, peut-être qu'une mère dirait, ou un père, je vais aller le consoler, je vais aller le bercer. On va faire ça, mais éventuellement, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ça toute une vie, qu'à chaque fois que l'enfant pleure, on doit trouver un autre moyen de l'aider à traverser ses peurs et de voir à le consoler autrement. Donc, une maman compétente, par exemple, qui serait dans la cuisine alors que l'enfant est dans la chambre, dirait « Je t'entends, je sais que tu pleures, ne t'en fais pas, t'es pas toute seule, maman est là, papa est ici. » Elle lui donnerait sa voix à distance sans qu'il la voie de visu. Et là, l'enfant commencerait à développer une sécurité en l'absence d'une mère qui l'intègre intérieurement au niveau de « elle est là, même si je ne la vois pas ». Et vous comprenez après comment on peut l'appliquer plus tard lorsqu'on perd un être cher et qui va devenir invisible. Il ne sera plus là. Alors, plus on aura travaillé notre capacité d'intégrer nos relations durant la vie, de les porter à être poreuses de ce qu'on vit, avoir les pores de peau ouverts pour que l'amour rentre à l'intérieur de soi, et bien quand l'autre meurt, on s'aperçoit que l'amour ne meurt pas. On s'aperçoit qu'on va le perdre physiquement, et c'est ça la vive douleur. Mais on va récupérer éventuellement ce lien
qu'on avait préétabli. Alors, on va penser à la personne aimée en fermant les yeux, on va revoir son visage, on va entendre sa voix, on va se sentir habité. Habité par ceux et celles qui vivent et habité par ceux et celles qui ont accompagné notre vécu, qui nous ont transformés. Qu'est-ce qu'on serait devenu si on n'avait pas connu l'enfant, le parent, le conjoint qui n'est plus? On ne sait pas ce qu'on serait devenu, mais il y a une partie de nous qui a été construite par l'autre, et lorsqu'il meurt, de ça, on ne sera pas séparés. Ça reste. Mais si on a vécu dans un attachement anxiogène, où tout allait mal à la maison, où nos parents partaient la nuit pour la fête, alors qu'on avait 6 mois et qu'on se demandait, sans savoir ce qui se passe, pourquoi on avait des peurs, toutes sortes de craintes qui nous habitaient comme tout petits, c'est que personne était venu à bas âge, et même un peu plus tard, nous rassurer dans une sécurité affective qui va nous habiter tout le long de la vie. Alors oui, on va avoir mal, oui, on va pleurer, on va peut-être être 1 an à avoir énormément de difficultés à fonctionner, 2 ans à s'ennuyer terriblement, 3 ans à dire c'est pas possible, je m'ennuie encore, j'ai encore des moments d'épouvante à la pensée que je ne le verrai plus. Oui, on va vivre ça, mais on va avoir à l'intérieur une ressource, un socle affectif qui a été installé à la base, sur lequel on va pouvoir s'appuyer en se souvenant de tout ce que nous avons intégré et qui fait encore bon de remettre à la surface. Mais si on a vécu dans du vide, dans l'absence, comme dans le récit de Sylvie qui nous dit « Nos parents ne nous voyaient pas ». Vous savez, il y a un petit clip populaire qui est extraordinaire, qui dure 2 minutes et quart sur YouTube et qui s'appelle « 4-Month Baby Cries ». Et on voit un bébé qui cesse ses pleurs et qui devient heureux dans le regard de sa mère qui chante. Et sa mère, quand elle chante pas avec une tête qui va partout sauf dans le regard de l'enfant. Elle plonge son regard et l'enfant de 4 mois, c'est petit ça, ben déjà est en relation avec celle qui le regarde, qui le valide, qui confirme qu'il existe, qu'il a du prix, et elle chante pour lui. Pensez-vous qu'on oublie ça? Non. On a une mémoire cellulaire, une mémoire dans la peau. Et ces souvenirs sont collés à la peau, et c'est avec ça qu'on traverse les épreuves de la vie. Et si on n'a pas reçu ça à la base, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la bonne nouvelle, c'est que ça se répare. La psychologie a cru que tous jouaient avant 5 ans pendant un certain temps. Mais on a vu plus tard qu'il y a des êtres qui deviennent nos mentors et qui nous réparent complètement de blessures de notre enfance. Ça, là, c'est ça la bonne nouvelle. De là, notre résilience, c'est parce qu'on sait qu'on va avoir des rencontres qui vont faire la différence, des rencontres qui font du bien, être en relation avec des êtres qui nous construisent plutôt qu'avec des êtres qui nous détruisent. C'est toute la différence au monde.
Est-ce que ça répond un peu à l'attachement-détachement? Alors, le détachement se fait, au lieu d'être déchirant, il est aimant. C'est un détachement aimant. Autrement, on est devant l'anxiété au plus haut degré et on a envie de dire « Meurs pas, meurs pas. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Meurs pas, meurs pas. » Mais quand l'autre meurt, on devient autre. La vie ne sera plus jamais la même. Et on espère compter sur des rencontres qui vont continuer de panser notre blessure. Et c'est ça qui nous aide dans la capacité d'être seul et le désir d'être en relation. La psychologie dit que l'équilibre psychologique se situe entre ces deux pôles, la capacité d'être seul et la volonté d'être en relation. L'équilibre psychologique se situe... Ben, ça s'arrange. Oui. Allez-y avec vos belles questions, vos commentaires. Oui, on y va. J'ai ça, le micro, ça me désinspire. Oh ben non, on s'habitue. Je le sais. Vous êtes une fidèle. Je le sais. Oui, bien c'est ça, j'en profite pour vous remercier. Ça fait quand même 3, 4, 5 ans là, que je chemine à votre contact agréable, je dirais, ce soir. Il y a 3 de vos thèmes qui vont faire une boucle pour moi. Je suis issue d'une famille assez... Pokéball, c'était à la mode. Nous autres, on a inventé ça, des pokés chez nous. On a juste ça. J'ai un suicide puis un débranchement dans ma fratrie aussi. Oui. Puis, ce que moi, j'ai compris, c'est que tout ça peut cohabiter, chose que je ne m'étais jamais permis. Je trouvais qu'il fallait qu'il y ait une hiérarchie dans mes deuils, et c'était d'un lourd incroyable. Oui. Là, je ne pouvais pas pleurer ma sœur parce qu'il fallait que je pleure ma mère, qui en méritait plus. Puis là, il ne fallait pas que j'oublie mon frère, même s'il n'est pas au cimetière, parce qu'il l'a fait tout seul, son suicide. C'était pas catholique, son affaire. Puis j'ai compris que tout ça peut cohabiter, puis j'ai le droit de vivre ça comme ça se présente. Fait que si ma mère n'est pas contente, elle ne sera pas contente. Oui. C'est quelque chose que ça a été libérateur, puis je m'explique. Quand j'ai perdu ma mère, j'ai perdu aussi la possibilité d'avoir une relation saine un jour dans ma vie. Ah oui. Oui. La perte du futur. Non, la perte de ce qui sera plus. Ça m'a enlevé en ayant une relation tout croche. Mm-hmm. Quand mon frère est parti, j'avais aussi perdu l'occasion de lui dire que je voulais une relation saine. Mm-hmm. Quand on a débranché ma sœur, on ne m'a pas demandé si j'étais prête. Mm-hmm. On l'a fait. Puis tout ça, sans attachement sain. Fait qu'il fallait d'abord que je leur en veuille d'être tout croche pour m'apercevoir que je les ai aimés tout croche aussi. Puis de détricoter quand dans la littérature, on ne parle que de deuil, je dirais commerciable, ou non, c'est non, pas comme non, de deuil qui va rejoindre un plus grand nombre de gens. Oui. Hein? On s'adresse toujours au plus grand nombre possible. Oui. On généralise. Oui, voilà. Fait que quand c'est dans les spécificités, puis que tu es pogné avec tout ça, quelque part, il faut que ça résonne pareil. Et dans les conférences, j'ai trouvé ce raisonnement, cette possibilité de juste expliquer, entendre des mots qui donnent sens, qui me permettent aussi. Parce que il n'y a pas personne qui vit son deuil, parce qu'il n'y a pas personne qui a le même attachement à un autre être humain. Et c'est souvent l'attachement qui va être précurseur ou annonciateur du deuil. Et dans le non-attachement,
il y a un attachement encore plus profond, et j'en suis persuadée. Oui. Parce qu'il y a la recherche du lien impossible, idéalisé, Oui. qui prend tout son sens à la perte de l'humain, qui ne te l'offrira plus jamais, cette possibilité-là. Alors, c'est comme deux fins en soi. Oui. Oui. C'est très, très important tout ce que vous nous confiez. C'est toute une démarche que vous faites encore. Oh, bien, je suis persuadée que ça a contribué, je le souhaite, parce qu'il y avait tellement de personnes avec nous, souvent, pour échanger aussi. Mais c'est tout ce que vous en faites à la suite et tout ce que vous pouvez... oui, on essaie de rejoindre les personnes là où elles sont. Et c'est ça que je disais plus tôt, on ne cesse d'évoluer. Et c'est ça qui est fantastique, là où vous avez raison, c'est que même si on aborde le deuil de façon universelle, il y a quelque chose d'unique chez chacun dans sa façon de vivre la perte. Et ce qui est important aussi dans ce que vous dites, et je trouve que ça rejoint Sylvie, La Liberté, quand elle dit « Maintenant que maman est morte, je suis libre de l'aimer ». Et ça, c'est quelque chose de précieux, c'est-à-dire que la réconciliation dans la vie ne se fait pas toujours en présence de la personne concernée. Elle peut se faire à l'intérieur de nous-mêmes. Et on peut se réinventer le lien. Parce que vous savez, moi je trouve que c'est une astuce artistique d'inventer le lien, de le créer d'une façon nouvelle, de l'imaginer différemment. C'est comme une sculpture qui prend son allure au fil des ans. C'est un projet d'architecture, le deuil, de construction, de rénovation de la vie. Et je crois que c'est pour ça que c'est un thème à la fois déchirant, mais un thème extraordinaire pour nous faire avancer à l'intérieur de nous et avec les autres. Je ne crois pas, pour avoir écouté des personnes en deuil depuis 35 ans d'écoute, qu'il y a un phénomène dans la vie aussi puissant pour nous transformer. Le deuil. Le deuil. Qui, au début, nous change pour le pire, pense-t-on. On est tellement désœuvré, découragé, on ne se reconnaît plus, on n'est plus le même, on n'est plus la même. Mais souvent, 3, 4, 5, 6, 10 ans plus tard, on s'aperçoit tout ce qu'on est devenu en perdant l'autre. Au début, en perdant l'autre, je me suis perdue. Et au fil du temps, je me suis retrouvée autrement. Ça fait réfléchir. Et ça fait créer. Je suis persuadée qu'on a envie de faire quelque chose avec la perte. C'est important d'installer du beau dans nos vies autour de nous, de construire quelque chose qui va nous réparer. Et ça peut être très simple. Hein? Combien de personnes en deuil m'ont parlé d'un jardin qui leur avait fait du bien, m'ont parlé d'une construction. Je pense à un jeune homme qui avait appris à construire une maison grâce aux enseignements de son grand-père qu'il adorait. Et quand son grand-père est mort,
il m'a expliqué que ce qui l'a aidé, c'est vraiment les enseignements reçus et de les mettre à exécution, de les rendre concrets. Et à chaque fois que les gens disaient « Mais sais-tu que c'est bien fait, ça? Cette porte-là ou ce plancher-là? » Ben oui, c'est sûr, c'est grand-papa qui me l'a appris. Alors, l'héritage affectif qu'on reçoit, l'héritage de ceux qui nous ont précédés, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça nous habite et ça nous construit constamment. Ben oui. Allez-y. Oui. Moi, je voudrais vous parler de 2 exemples qui sont complètement contradictoires. Et peut-être que vous allez pouvoir mettre une lumière là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai rencontré un monsieur qui avait vécu les camps de concentration et qui avait son tatouage de numéro au poignet. Et puis, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait tout perdu, qui avait vécu l'horreur, de s'en sortir vraiment très bien dans la vie. Et des fois, je vois des jeunes aujourd'hui là, qui sont le moindre refus, la moindre petite contrariété, sombre dans le désespoir, la drogue et souvent le suicide. Et puis, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne qui a vraiment énormément souffert s'en sorte très bien et réussisse? C'est quelqu'un qui a tout, qui est gâté finalement, puis le moindre petit refus tombe. Oh, la question est importante, hein? Vous savez, d'abord, il y a en dedans de nous un penchant pour la vie. La plupart, on a un instinct de vie. On a un instinct de préserver la vie. Et on a aussi le goût de vieillir malgré que ça fait peur. On a le goût de découvrir. On est habité par une curiosité, par un élan, la plupart. Il y a quand même d'autres personnes qui, malheureusement, ont un penchant plus fort pour la mort. Et si on pense à ces personnes dans les camps, quand vous parliez, je me ramenais au très beau livre de Viktor Frankl, « Donner un sens à sa vie », où est-ce que cet homme psychiatre a beaucoup souffert, avait tenu, dit-il, par l'espoir. Alors, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de désespérer à l'intérieur d'eux. Et cet espoir est un moteur qui nous donne du courage. Espérer donne énormément de courage. C'est sûr que les personnes qui s'enlèvent la vie, il y a différentes raisons, c'est multiple. Pourquoi? On ne comprend pas d'ailleurs complètement tout. Il y a des personnes qui tombent dans des détresses énormes, seules ou à l'intérieur de tragédies comme les camps ou d'autres incidents collectifs épouvantables. Et ce qu'on remarque, c'est l'entraide, la capacité d'aller vers l'autre, de ne pas le laisser seul dans sa détresse, qui est un facteur assez protecteur pour la suite. Alors, si on souffre, mais que quelqu'un ne se sauve pas devant notre souffrance, notre détresse, et au contraire, tend à nous aider. Je voyais ça des fois à l'hôpital, quand j'ai commencé à l'hôpital Royal Victoria, c'était des chambres à 4.
Et la personne la plus malade parmi les 4 avait un sourire malgré tout parce qu'il y avait toujours une autre dans les alentours qui allait lui apporter du réconfort, apporter le téléphone sur son lit pour qu'elle soit en lien avec un proche, l'aider dans tout ce qu'elle ne pouvait plus faire. Les gens, on l'a vu, il y en a qui se mettent à chanter quand il n'y a plus rien à faire. Ils vont se mettre à chanter devant l'horreur. On se rappelle le Titanic, on a vu le film, et puis on se rappelle de ces musiciens qui, jusqu'à la fin, tentaient d'offrir à l'autre une part de bonheur, de talent. Alors, voyez-vous, à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on s'accroche à la vie. Quand on reçoit une réelle attention, un réconfort, une présence vraie, même impuissante devant nous, mais qu'on sent la bienveillance à notre égard, je crois que c'est la clé de tout. Et si malheureusement, des personnes, malgré la bienveillance de ses proches, malgré l'amour, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont connu la détresse dans des milieux aimants, dans des milieux protecteurs de la famille, mais leur détresse personnelle, leur désordre dans le cerveau faisait en sorte que c'était trop bruyant et presque pas possible à supporter. Alors, on ne sait pas ce qui se passe chez une personne qui n'en peut plus, mais qui n'en peut plus, et qui tente de mettre fin à ses jours par cette détresse. J'ai vu des survivants à des suicides ratés. J'ai vu quelqu'un, je vais prendre 2 minutes pour vous raconter quelque chose de très puissant. Certains parmi vous le savez, j'ai survécu à un crash d'avion à la fin de ma vingtaine. J'ai été très, très blessée, très malade pendant 4-5 ans. Il y avait eu 17 morts et je suis l'une des 7 survivants. Quand j'ai fait de la physiothérapie pour réapprendre à marcher, j'avais tellement mal dans mes jambes, j'étais tellement pas capable de rester debout que j'aurais préféré mourir. Et la physiothérapeute savait que je pouvais un jour marcher, alors elle insistait. Elle me disait, il faut que tu te lèves et que tu fasses quelques pas. J'essayais, mais la douleur était tellement violente que je me rassoyais et je lui dis souvent, aide-moi à bien fonctionner en fauteuil roulant, car ça va être moins difficile pour moi dans la vie de me déplacer comme ça que de faire un effort qui m'arrache de partout pour marcher. J'y arrivais pas. Alors un jour, dans notre petit groupe de personnes blessées en thérapie, en physiothérapie, la physiothérapeute, avec l'autorisation du patient qui venait vers nous, nous dit « Essayez d'accueillir ce patient qui est complètement défiguré. » Cet homme a essayé de se tuer en mettant une allumette dans sa bouche. Et la médecine l'a rescapé. Et nous, on a vu cet homme arriver. C'était incroyable. Je ne sais pas comment on fait pour vivre dans cet état. Et il était courageux, courageux. Et la physiothérapeute lui a demandé, c'était sa première fois, il était à côté de moi. Elle dit, est-ce que vous pouvez, si je vous aide, vous lever debout, vous lever de la civière et faire quelques pas? Il dit, je vais essayer. Il s'en vient devant moi, puis
puis il part, puis il fait au moins une 20aine de pas. Ben là, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Je me suis levée, je l'ai suivi, et je me suis dit, cet homme a tout fait pour perdre la vie, et il marche avec courage. J'ai tout fait pour survivre, et je ne suis pas capable de marcher. Attends, là. Alors, les gens ne savent pas qui ils aident. Si je n'avais pas vu cet homme, je me demande si je me serais vraiment battue pour me lever de ce fauteuil roulant. Et c'est donc de voir un plus démuni devant nous qui souvent nous propulse vers le courage, la résilience. Mais c'est complexe, tout est complexe. Et on doit accepter parfois de ne pas comprendre pourquoi puis comment ça se passe. C'est sûr qu'on vit dans un monde présentement qui peut nous paraître assez bizarre, mais je suis confiante qu'il y aura toujours du monde autour de nous pour essayer de replacer les valeurs, de nous reparler de courage, d'espérance, d'avoir des histoires comme cet homme qui aujourd'hui donne des conférences dans les écoles pour aider les jeunes qui sont en détresse et qui pensent au suicide et à qui il dit « Je vais rester après ma conférence et venez me parler de ce qui ne va pas. » Il parle à des petits bouts de choux, à des enfants de différents âges. Donc, il a décidé de faire quelque chose avec sa survie. Alors, on ne sait pas. Moi, je suis persuadée que l'altruisme, donc la compassion, l'entraide, l'amour, ce sont des clés maîtresses pour essayer de rester confiant. Mais ce n'est pas toujours gagnant. Combien de médecins ont tenté de sauver des patients d'un cancer terminal, comme ils auraient voulu les sauver de là? Ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas les sauver de là. On ne sait pas pourquoi certains meurent, certains restent, pourquoi certains ont de la chance, d'autres vivent avec tant de malchance. Mais on doit remarquer nos propres chances et essayer de dépasser notre vécu de souffrance, essayer d'en faire quelque chose. Et je crois que en donnant, on reçoit, puis en recevant, on donne, et que ça ne trompe pas. Cela dit, ça n'explique pas tout. Parce que je connais beaucoup de parents qui sont venus me consulter avec la lettre d'un enfant suicidé, mais que cette lettre-là, au fond, 10 pages, 4 pages, 5 pages, ne donnait pas de réponse à notre questionnement. Je crois qu'il faut accepter que certains mystères persistent et qu'on fait de mieux qu'on peut avec tout ce qui nous échappe, avec ce qu'on ne comprend pas présentement. Puis on essaie, nous, d'offrir le meilleur de nous-mêmes. Je ne sais pas si je réponds un peu. Merci pour la question. Je voulais simplement appuyer ce que vous venez de dire, parce que j'ai fait partie d'un groupe de deuil récemment et le groupe était complet, donc j'ai manqué les 2 premières sessions. Des gens ont résilié, donc je suis arrivée à la 3e rencontre. Et c'est toujours pénible encore à la 3e rencontre. Il y avait beaucoup de pleurs. Nous étions 10. Et puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui a dit
Moi, je vois aucun sens à ma vie. Je pense que la seule solution, c'est de la rejoindre. Ça a créé un silence dans la salle, mais moi, je ne pouvais pas rester à ne rien dire parce que la vie est trop belle. On ne peut pas baisser les bras comme ça. Alors, c'est ce que je lui ai dit. Il faut retrouver votre chemin, monsieur, parce que la vie est trop belle. C'est parce que vous n'êtes pas rendu là encore. Donnez-vous le temps. La semaine suivante, il était là avec un sourire. Alors, je me suis dit, bien, il y a eu une bonne semaine. Et la semaine suivante, il a décidé d'avoir un suivi en individuel. Alors, j'espère qu'il a retrouvé son chemin, mais je crois beaucoup au partage entre les gens. Des fois, un simple mot, on ne sait jamais la différence que ça peut faire dans la vie de l'autre. C'est vrai. Absolument, absolument. Par contre, sur ce que vous dites, je vais juste apporter un petit éclairage pour des personnes qui ont vécu ça aussi. Au tout début, quand on perd un être cher, on dit la seule chose qui va faire que je vais m'en sortir, c'est d'aller le rejoindre ou la rejoindre. Ce n'est pas toujours suicidaire. C'est comme une pensée, c'est comme un élan pour dire est-ce que je vais vraiment être capable de traverser? Et puis, c'est comme on a envie que quelqu'un soit juste là pour entendre notre détresse, et vous l'avez entendu, et vous avez bien fait de réagir ainsi, mais par contre, juste pour les autres ici, de savoir que si vous avez vécu ça, ou que si vous vivez ça présentement, ça peut être un moment à traverser. Ou est-ce qu'on ne va pas actualiser cette idée qui nous habite d'aller rejoindre l'autre? On ne va pas l'actualiser. Mais de penser ainsi peut apporter étonnamment, pour un temps, une forme de réconfort qui ne va pas perdurer. Parce que, comme vous le dites, on a le goût de revenir à la vie. Hein? Mais peut-être que vous, si vous étiez dans un groupe de deuil, vous avez vécu un deuil, mais vous savez dire que la vie est belle malgré votre perte. Oui. Alors, présentement, je me dis, je vais, avec les acquis que j'ai eus dans cette vie si heureuse, qui a duré seulement 12 ans et demi, je vais avoir un plus dans ma vie désormais. Parce que c'est une expérience de vie et un grand bonheur. C'était l'âme sœur pour moi. Et c'est quelqu'un que vous connaissez, il s'appelle André. Et puis, ses initiales, c'est AM. Alors, c'est comme prédestiné. AM pour amitié, AM pour amour. Et puis, c'est un homme qui était tourné vers les autres. Il a fait beaucoup d'écoute telle-aide. Alors, il a grandi de l'intérieur aussi. Il avait beaucoup à offrir aux autres. Alors, j'ai eu la chance de l'avoir dans ma vie. Mais quand je le voyais souffrir, je me disais, là, c'est lui qui souffre, mais quand il va partir, c'est moi qui vais souffrir. Et oui. Et c'est ce qui est arrivé. Mais quand même, la vie est si belle, il ne faut pas s'enliser dans sa tristesse. Il faut, au contraire, y voir du plus, puis essayer d'en tirer le meilleur pour grandir comme personne. Merci beaucoup. Oui. Il y en a qui diraient la vie est belle et cruelle. Hein? Elle est les deux. Hein? Boris Cyrulnik encore appelle ça un tricot. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une joie suivie d'une peine. Une peine suivie d'une joie. Hein? Et c'est peut-être ça l'espoir, c'est qu'on ne passera pas une vie à souffrir.
mais on ne passera pas non plus une vie à être juste dans la joie. Alors ça fait du bien de savoir que c'est passager aussi. Oui, il y a une... Oui, pardon. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci encore pour toutes ces rencontres. Juste fin du pouce, un petit peu la même chose que Madame dit. Je m'excuse, j'ai beaucoup de difficultés à parler. Avec les rencontres depuis le décès de ma mère, et comme je vous avais déjà dit la dernière fois, quelques jours après ses funérailles, j'ai dû faire euthanasier mon chien aussi. Là, j'ai jamais été toute seule. J'habite dans la maison familiale qui va être vendue, que je dois déménager. Mon fils travaille le soir, donc là, je me retrouve vraiment seule. Mais les rencontres ici m'ont énormément fait de bien. J'apprécie énormément. Je vous remercie encore énormément beaucoup. J'ai aussi des rencontres de groupe qui m'aident énormément, que je travaille énormément sur moi-même, sur plein de choses pour avancer. Mais le fait de se retrouver complètement seule, après avoir passé toute ma vie dans la même maison avec ma mère, mon père, mes enfants, mon neveu, qui habite, c'est une maison familiale, d'avoir été avec ma mère, en prendre soin jour et nuit jusqu'à son dernier souffle, comme vous parliez l'autre jour. Avec tout ça qui m'aide, les rencontres ici, le partage que je trouve tellement super, le partage dans les réunions de groupe que j'ai, qui m'aide aussi beaucoup. Mais par contre, tout se termine en même temps, puis en plus, je dois déménager, je me retrouve complètement seule. Tout ça m'aidait beaucoup, mais tout se termine en même temps de l'enterrement de ma mère la semaine prochaine. Fait que j'ai beau, tu sais, je continue, je travaille fort sur moi-même, je fais plein de choses pour le positif. Je sais, tu sais, comme bon, l'endroit où je m'en vais, ça va être bien pour moi, mais ça va être difficile aussi de laisser la maison familiale, de me retrouver seule. Fait que c'est ça, avec ce qu'on a parlé, ce que vous avez parlé ce soir, je me demande un petit peu comment faire pour continuer à traverser cette situation difficile-là sans votre partage à tous ici, sans le partage de l'autre soutien de groupe que j'ai. Après l'enterrement de ma mère la semaine prochaine, que tout se termine en même temps. Oui, j'entends ce que vous dites. Bien, d'abord, vous savez, quand vous nous dites ça, c'est comme si on a une pensée collective, là. On pense à vous qui allez vivre ça en fin de semaine. Hein? C'est comme partager. Donc, on porte un certain fardeau ensemble, hein, qui est bien lourd de votre côté. Ça s'entend parce que c'est dur d'aller vers cette fin, hein, qui va être marquée par l'enterrement. Quand vous dites comment continuer, vous vous rappelez, M. Chartier, au début, il a dit, cet été, je vous invite justement au repos Saint-François d'Assise, où c'est différent d'ici pour le moment, parce qu'on va reprendre en septembre, mais durant l'été, il y a vraiment une manière de se retrouver à travers la musique, à travers autre chose, mais qui jette du baume sur la douleur. Alors, ça serait peut-être une façon, si vous y trouvez beaucoup de réconfort à travers les groupes, de venir là les dimanches après-midi, 1 ou 2 cet été, comme vous voulez. Ça, je pense que ça peut aider. Dites-vous aussi que tout ce que vous avez traversé jusqu'à maintenant augure de ce que vous allez être capable de vivre éventuellement. Vous êtes ici avec nous, capable de nous parler malgré une grosse peine. C'est énorme d'avoir ce courage, cette capacité. Alors, comptez sur vous aussi. Comptez sur ce que vous êtes capable de traverser. Beaucoup le fait d'être en présentiel comme ça, ça aide beaucoup justement de voir d'autres gens, de partager ensemble. Mais c'est ça qui me fait peur parce que, j'ai jamais déménagé de ma vie, j'ai toujours été dans la maison familiale. Oui. Là, je déménage, mais
Puis je venais souvent, justement, au cimetière. Oui. Je venais voir mon père assez régulièrement. Mais là, je déménage, mais dans le bout de mon chalet. Oui. En plus, c'est un endroit où j'ai toujours voulu habiter à l'année. Mais malgré ça, ça reste que là, je me dis, OK, ça va reprendre en septembre, mais je ne serai plus en présentiel si je veux continuer à ça. Ah Bien oui. là, je vais être obligée d'être à distance par Internet. Ouais. Puis je trouve tellement que c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais comme on s'est connus, comme vous êtes venus, il va y avoir une petite parenté, là, même à distance. Faites-vous confiance, je vous le dis. Faites-vous confiance. Vous allez voir qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Il y avait peut-être une dernière intervention, parce que déjà l'heure avance. Non, oui. Oui. Ben, je voulais juste dire, moi, que j'ai eu besoin d'aide. Et j'ai eu tellement d'aide. Puis, je vais être émue un petit peu, moi aussi. J'ai vécu tellement de reconnaissance. C'était comme, ça a été mon chemin de survie. L'aide. L'aide puis la reconnaissance que ça m'apportait. C'est juste ça que je voulais La dire. reconnaissance d'avoir vécu ce Être qui fut. capable de me rendre compte comment ces gens-là voulaient m'aider, Ah oui, comment ils étaient capables de m'aider. oui, C'était un cadeau de la vie. oui, Même si j'avais mis le pied dans un trou noir, là. oui. Puis j'ai lu ça, que la reconnaissance, c'est un excellent chemin de survie. Puis je pense que c'est vrai. Pour moi, ça a été très vrai. Puis c'est encore vrai. Voilà. Super. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça vient confirmer un petit peu ce qu'on a dit au tout début, qui aide à tolérer l'intolérable. C'est l'entraide. Oui, merci. J'ai l'impression que c'est mon téléphone en arrière. En oubliant de vous demander d'éteindre vos téléphones, j'ai oublié le mien. Mais ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, ce serait terrible si ça sonnait. Mais voyez-vous, au moins, ça sonne à la fin. Alors, on va bientôt se quitter, mais sincèrement, je vous remercie d'être ici, d'avoir partagé avec nous. Je vous remercie du courage que vous avez aussi d'exprimer toute la peine qui vous habite, mais aussi tous les désirs qui sont de la joie d'aller de l'avant, d'avancer dans nos vies, même avec difficulté, mais de garder espoir, confiance et toujours de savoir qu'il y a une main tendue et qu'il y a une oreille qui écoute et qu'il y a un regard qui soutient quelque part sur la route. Alors, je vous souhaite un bel été. J'ai hâte de vous revoir en septembre. Je remercie M. Chartier, Alain, mon ami, et tout le personnel qui l'accompagne et qui nous aide à chaque rencontre à rendre ça possible. Et ça ne serait pas possible autrement. Donc, on lui doit beaucoup. Merci, Alain. Oh, on va dire merci aux techniciens. Oui, parce que j'ai eu le sentiment qu'ils en ont arraché un petit peu.